Merci Pascal Savoldelli de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Val-de-Marne, membre du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. C'est le nouveau nom de votre groupe. On va évidemment revenir sur l'actualité du Sénat dans quelques instants, mais d'abord on va longuement parler de la situation en Israël et de cette allocution d'Emmanuel Macron hier. Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du chef de l'État? Est-ce qu'il a trouvé les mots justes pour vous? Écoutez, d'abord, je vous dis ça avec toujours de l'émotion. On est vendredi. Notre humanité, elle est touchée, là, de plein fouet. Et je pense qu'il est extrêmement important de se reconnaître dans toutes les victimes. Toutes. Les victimes israéliennes, bien sûr. Les victimes palestiniennes. Puis nos compatriotes aussi. Donc je dis ça parce que on ne peut pas choisir les victimes, là, franchement. Mais vous avez l'impression que c'est ce qu'il a fait, lui? Je pense qu'il fallait, parler de toutes les victimes. Regardez votre reportage. L'immense majorité sont des civils. Donc je dis ça parce que c'est ça, être empreint d'humanité. Après, le président de la République, hier soir, a rappelé, et c'était bien, une position originale qui était celle de la solution. Et la seule solution qu'on connaissait avant cette terreur, c'est la solution des deux États. C'est la solution de droit international, c'est la solution de sécurité pour tous, pour ces deux peuples, le peuple palestinien, le peuple israélien. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Il dit la lutte contre le terrorisme ne peut pas remplacer la recherche de la paix. Ah oui, non mais ça, il faut... Franchement, cette position, elle est indispensable. Elle est indispensable. Moi, j'ai apprécié... Évidemment, il faut aujourd'hui s'occuper et mettre tous les moyens diplomatiques. Mobiliser tout le monde au plan international pour aller libérer les otages, quelle que soit leur nationalité. Il faut ouvrir une perspective. C'est pas la vengeance de feu. On peut ouvrir une perspective de paix en ce moment. C'est pas la vengeance de feu. Non, mais vous l'entendez, Benyamin Netanyahou. Il n'a qu'une idée en tête, c'est venger Israël, éradiquer le Hamas. Est-ce qu'on peut faire des négociations de paix en ce moment? On peut pas avoir une vengeance aveugle. Regardez, toutes les victimes, quasiment, sont des civils. Donc c'est une vengeance qui va être aveugle. Et là-dessus, Emmanuel Macron il a appelé à une réponse forte et juste. Mais l'initiative forte et juste. Est-ce que c'est un message à Israël pour dire il ne faut pas aller trop loin? Il a dit il faut protéger les civils, c'est ça une démocratie. Ben évidemment qu'il faut protéger les civils. Donc il a eu les bons mots? Il faut qu'il y ait une initiative, une mobilisation internationale d'une grande ampleur. Il faut réunir l'ensemble des Nations Unies, pas seulement le Conseil de sécurité. L'ensemble des nations. Pour qu'on fasse respecter le droit international. On ne peut pas rester qu'entre occidentaux ou seulement au Conseil de sécurité. Il faut qu'on ait une mobilisation internationale pour la paix à l'échelle des Nations Unies. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les leviers doivent être utilisés pour libérer les otages. Et il faut aller vite. Là, on entend un embrasement terrible. Il faut libérer les otages. Il faut aussi ouvrir une perspective. Regardez, la guerre peut pas, la vengeance aveugle ne va pas amener une solution. Mais c'est pas du tout ce qu'a dit le chef de l'État hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Engager toutes les forces dans le monde, tous les États dans le monde qui veulent libérer ces otages, négocier et discuter et obtenir leur libération. Voilà. Et dans le même moment, dans le même mouvement, il faut ouvrir une perspective. Et la perspective, c'est justement d'ouvrir une perspective. Laquelle que c'est? C'est par exemple réouvrir cette question avec plus de fermeté. Il y a eu combien de résolutions qui ont réaffirmé qu'il y ait ces deux États, l'État d'Israël et l'État de la Palestine? Là, je vous le dis, j'ai mal au ventre. On a une part de responsabilité, tous. Ça fait des décennies qu'on le sait, cette situation, qu'on n'a pas voulu résoudre, où des résolutions n'ont pas été appliquées. Donc faut y mettre toute sa détermination et aller chercher tout le monde dans cette affaire. Et ouvrir une perspective, c'est libérer aussi les prisonniers politiques. Je le dis là avec passion, mais il faut sortir ceux qui sont du côté du progrès, qui sont des démocrates. Il faut sortir les prisonniers politiques. Si on veut battre le Hamas, il faut sortir les prisonniers politiques.
Le Hamas, c'est tout le contraire de la démocratie. C'est tout le contraire de l'émancipation des femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une organisation terroriste pour vous ? Est-ce que vous la qualifiez d'organisation terroriste ? Ah, c'est une organisation islamique qui a commis des actes terroristes. Je crois que les choses sont claires dans mes propos. On va dire un dernier mot, après on va parler des conséquences du conflit en France, mais on a appris ce matin que l'ONU avait été informée par Israël de l'ordre d'évacuer plus d'1 million de personnes du nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures. C'est le signe que la riposte est imminente pour vous ? Vous avez vu ce que dit aussi l'ONU, c'est impossible. L'ONU demande à Israël de renoncer à cet ordre d'évacuation. Là, on a bombardement sur bombardement, aveugle franchement. Je dis ça, je vous dis ça avec passion parce que je suis meurtri, moi. Je vous le dis vraiment avec une très grande sincérité. Mais les bombardements aveugles, ça n'a fait que tuer des civils. Ça, c'est une vérité. Donc il y a un moment donné, engager une telle occupation là, en ayant coupé depuis 3 jours l'eau, l'électricité et l'alimentation, mais on va à un désastre. C'est un cycle infernal. On est en train s'organise un cercle de la terreur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut pas bien se terminer. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Voilà. Il va y avoir plein d'innocents qui vont perdre leur vie. Et moi, je m'excuse, mais vous voyez, il ne faut pas confondre les peuples et les forces politiques et les États. Regardez en Israël, il y avait eu des très grandes mobilisations par rapport à la décision de confusion avec la Cour suprême. Regardez dans la bande de Gaza. Vous pouvez regarder les yeux dans les yeux toutes les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les Palestiniens et leur dire les yeux dans les yeux, vous êtes au Hamas ? Tous les Palestiniens ne sont pas au Hamas. Donc on ne peut pas avoir ce bombardement aveugle, vous voyez ? On va tuer des innocents. On va parler des suites du discours d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a également dit qu'il ne peut y avoir de 8 mai, je le cite, ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique forte. Il visait notamment la France insoumise. Écoutez, déjà, faut avoir de la clarté dans les propos. Je crois que vous me connaissez, je suis un homme de conviction. Là, je parle avec passion. Le président de la République, il ne peut pas, lui, le faire, et d'autres aussi. Enfin, franchement... Mais il n'a pas eu raison de dire ça ? Vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase ? Écoutez. Non, mais juste sur cette phrase. Ce qui se passe là, franchement, ça mérite de la dignité. Ça mérite de la rigueur politique. On ne peut pas importer les débats politico-français avec je ne sais quelle intention derrière. Là, l'urgence, c'est pas les débats politiciens et le débat local. C'est là national. Là, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Mais et juste, tout le monde doit se mobiliser sur les solutions. Vos propos. Pardon ? Quand vous dites on importe les problèmes politiques, ça vise la France insoumise ou ça vise le chef de l'État ? Mais ça vise le chef de l'État. Vraiment, lui faites pas dire ce qu'il a pas dit. Il avait l'air un peu coincé quand même, notre chef de l'État. Je vous cite exactement ce qu'il a dit. Il a pas Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Mais c'est vous qui citez ce qu'il n'a pas dit. Excusez-moi, Riyad. Non, je vous demande si pour vous, il disait la France insoumise. La France insoumise ? Oui. Mais la France insoumise, c'est pas l'adversaire de la solution quand même. On voit bien qu'on a un problème qui est d'une toute autre nature. On ne va pas importer un conflit politique en France sur un conflit... Donc pour vous, que eux ne qualifient pas le Hamas d'organisation terroriste, c'est pas un problème ? Mais écoutez, on joue sur les... Franchement, on cherche quoi là ? On cherche quoi ? On cherche à arbitrer quoi ? Non, on cherche à savoir quelle est votre position pour le moment. Moi, j'ai été très clair. Et je pense que c'est cette clarté-là qui doit nous rassembler. Donc, le Hamas est une organisation islamique, politique, islamiste. Elle a commis des actes terroristes. Elle doit être jugée comme organisation et tous ses membres par la Cour internationale. Vous voyez, faut être attentif à tous ces mots, à tous ces vocabulaires-là. Est-ce que la prise de position de la France insoumise, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, est aujourd'hui un problème pour la NUP ? Vous êtes allié avec la France insoumise au sein de la NUP, vous, le Parti communiste. Est-ce que vous pouvez le rester ? Et j'avoue que, franchement, je suis un peu en colère, là, franchement. Qu'on insiste. Pour vous, c'est pas une question ? Qu'on insiste. Olivier Faure dit qu'il y a un problème avec la méthode Mélenchon. Marine Tondelier, ce matin, dit aussi que la prise de position va prendre un problème au sein de la NUP. Vous dites pas ça ? Monsieur Faure, pour le Parti socialiste, s'exprime. Madame Tondelier s'exprime. Chaque parti s'exprime. Et Fabien Roussel est loin d'être tendre avec Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais là, on n'est pas sur la tendresse. Attendez, on est... Est-ce que on est vous blessé. Dites, non, mais là, ça pose la position de la France insoumise pose un problème au sein de la NUP ou pas? Ce qui pose un problème, c'est qu'on n'est pas respecté des résolutions pendant des décennies. Et là, il n'y avait ni la France insoumise, ni le Parti communiste, ni la NUP. Ça fait des décennies qu'il y a des résolutions, 400 résolutions, Oriane, qui demandaient qu'on ait les deux États, israéliens et palestiniens, qu'on arrête les colonisations. Oui, voilà le sujet. Voilà le sujet. C'est pas la question, Pascal Savoldelli. Donc pour vous, c'est pas un sujet. J'ai pas dit que c'est pas. Non, mais attendez, mais parlez pas quand même à ma place. Mais non, mais vous répondez pas. Mais je réponds pas parce que je pense que c'est pas le sujet prioritaire. C'est pas l'urgence du moment. Écoutez, ces petites polémiques là. On va continuer à parler de ce sujet. On va chez vous, dans votre département du Val-de-Marne. On retrouve Cécile Dubois. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Rédactrice en chef de 94 Citoyens. Vous êtes allée sonder les différents élus du département sur cette question de l'attaque contre Israël. Oui, bonjour. Oui, les réactions sont plutôt contrastées. Alors, j'ai visionné votre déclaration. Bonjour Pascal Savoldelli. Bonjour Cécile Dubois. J'ai visionné votre déclaration. Vous avez réagi, vous, par une vidéo aux mots très précis, très clairs, effectivement, qualifiant l'attaque du Hamas de terroriste sans confondre ce mouvement avec le peuple palestinien et dénonçant également le comportement colonisateur du gouvernement d'Israël. Mais alors, j'ai bien vu là votre échange sur le caractère politicien de certains débats, mais ce sujet il suscite aussi des réactions très contrastées, un débat très polarisé dans la société. Est-ce que ce sujet divise aussi les militants communistes dans le département, les militants que vous rencontrez au quotidien, les sympathisants que vous rencontrez au quotidien? Comment vous gérez aussi ce débat en interne? J'entends bien toutes les propositions que vous faites au niveau international, qui sont très clairs aussi, mais comment, concrètement, avec les militants, avec le peuple français, val-de-marnais, vous gérez ce débat en interne? Cécile Dubois, elle connaît bien le Val-de-Marne. C'est vrai que nous avons une très forte tradition. Notre département... sur ces dernières décennies, a eu beaucoup d'initiatives pour essayer de participer à la solution, franchement. Donc il y a de la douleur, il y a de la colère, il y a des fois du fatalisme aussi, parce qu'on connaît le terme du problème. Bon, écoutez, ce que je ressens, c'est que il y a une recherche de se vivre ensemble, quoi. Voilà. Et je pense que les hommes et les femmes politiques, aujourd'hui, ont une responsabilité, c'est d'évoquer dans le débat, et des fois dans le débat contradictoire, mais il faut s'obliger à une boussole, trouver des solutions. Vous voyez, c'est ça. Et les militants politiques de gauche, mais même des gens de droite, sont très préoccupés par la situation. Très préoccupés. Donc, tout le monde va regarder qui joue dans l'urgence, c'est-à-dire de trouver des solutions, avec celles à caractère immédiat et celles à plus long terme en ouvrant une perspective, voilà. Emmanuel Macron, hier, il a mis en garde contre un risque d'importation du conflit dans notre pays. Il dit « Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection ». Gérald Darmanin indique qu'il y a déjà plus d'une centaine d'actes antisémites qui ont été recensés depuis samedi. Est-ce que vous craignez un regain d'antisémitisme avec cette guerre en Israël? Écoutez, bien sûr que... qui peut le souhaiter? Qui peut le souhaiter? C'est pour ça que nos paroles politiques, les uns et les autres, et pas que les politiques, il faut faire très attention à ce que l'on dit, ce que l'on porte comme message. Moi, je m'enquière toujours de la sécurité de mes concitoyens. Et vous êtes inquiet aujourd'hui? Tous. Quand je vous dis il faut se reconnaître dans toutes les victimes, quand je suis dans mon département, le Val-de-Marne, je ne choisis pas les Val-de-Marnais. Je ne les choisis pas. Mais sur ce regain d'actes d'antisémitisme, plus d'une centaine en 4 jours, c'est pas rien. Est-ce que vous êtes inquiet? Cécile Dubois, d'ailleurs, je vais lui donner cette information. Moi je me suis renseigné auprès de Madame la Préfète hier soir. Et la réponse de Madame la Préfète, à ce sujet d'ailleurs, c'est quoi? C'est, voilà, bonsoir Monsieur le Sénateur, nous sommes très vigilants, notamment sur les messages qui circulent sur les réseaux sociaux.
Donc j'ai été aussi manqué rien de la situation. Mais ils tiennent, les gens. Mais vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, notre cohésion et notre unité, elle tient. Mais elle va tenir si on ouvre une perspective, si on fait taire les armes, si on obtient le cessez-le-feu. Vous voyez ce que je veux dire? Et si personne n'humilie personne. Cécile, vous avez une autre question? Ah. Oui, juste par rapport à vos priorités, puisque vous avez été réélu sénateur, vous êtes désormais le seul sénateur communiste du département, et donc vous êtes le seul à porter justement le communisme dans le département au Sénat. Quelles vont être vos priorités? Quelles sont vos priorités? Vous avez commencé à réagir là sur les logements, mais quelles sont vos priorités de mandat, puisque vous êtes le dernier sénateur communiste du Val-de-Marne? J'ai cru que vous alliez faire une éloge funèbre, Cécile. Mais bon, voilà, vous voyez, dans ce moment, un peu de gravité, c'est bien qu'on garde un peu d'humour. D'abord, le résultat des sénatoriales, c'est 3 sénateurs de gauche et 3 sénateurs de droite. Donc on n'est pas trop de 3. Donc au lieu d'aller me cornériser dans un isolement, moi je vous le dis, on est 3 sénateurs dans 3 groupes différents, ici au Sénat. Voilà, il y a une puissance de réponse possible. Sur mes priorités, écoutez, vous le savez, mais je pense, je l'ai d'ailleurs dit encore là au Sénat, dans l'hémicycle, sur le projet de loi sur des nouveaux pouvoirs pour les maires pour l'attribution des logements. Une de mes priorités, c'est la question du logement. Vous imaginez que dans mon département, le Val-de-Marne, il y a 100 000 demandeurs de logement. Qu'aujourd'hui, en France, on construit entre 83 et 85 000 logements par an sur tout le territoire national. Donc ça, c'est une des grandes priorités, c'est cette question du logement. Et quand il y aura le débat sur la loi de finances, on verra, par exemple, si on vote ici au Sénat, la TVA à 5,5% pour la construction de logements sociaux. C'est l'équivalent à peu près de 180 à 200 000 logements sociaux qui pourraient être construits. Vous voyez? Ça, c'est le droit à l'alimentation. Ça, je pense que là, il faut avancer très fort sur cette question. Et je vais continuer mon travail sur l'ubérisation. Ça, c'est extrêmement important. On est dans une transformation du travail, dans un nouveau management du travail qui, à mon avis, Et on va parler du important. Sénat. On va parler du Sénat. On remercie Cécile Dubois. Merci beaucoup, Merci, Cécile. d'avoir été avec nous. L'actualité du Sénat cette semaine, c'était notamment ce débat qui a eu lieu à l'initiative de votre groupe sur la taxe foncière qui augmente pour de nombreux Français. On va voir comment s'est passée cette séance avec Quentin Calmet. Bonjour. Bonjour Quentin. Oriane, bonjour Pascal Savoldelli. Et Quentin, les avis de taxe foncière ont été envoyés fin septembre aux propriétaires. Il reste quelques jours pour la payer. Pour la 2e année consécutive, les hausses sont fortes sur cet impôt et elles font débat, provoquant souvent l'incompréhension. Exactement. Le taux avait déjà bondi l'année dernière. Il a encore augmenté cette année. Alors, c'est dû déjà au fonctionnement de cet impôt. Ce taux grimpe de 7% au niveau national à cause de son mode de calcul basé sur les valeurs locatives et aussi lié à l'inflation. Mais dans près de 15% des communes, Pascal Savoldelli, les maires ont également choisi ou été obligés, c'est tout le débat, d'augmenter le taux fixé par chaque ville. La raison invoquée, les hausses des dépenses liées notamment au traitement des fonctionnaires, à l'inflation et surtout au coût de l'énergie pour les collectivités locales. On voit des exemples de forte augmentation cette année. Paris, c'est plus 52%, Meudon dans les Hauts-de-Seine, 35%, Grenoble, plus 25%, ou une ville de droite, 3, plus 9%. Et dans ce contexte, un bras de fer oppose exécutif et collectivités locales. Voilà, chacun se renvoie la balle depuis septembre sur les causes de ces hausses de la taxe foncière. On l'a encore vu cette semaine au Sénat avec ce débat que vous avez provoqué, vous les communistes, dans l'hémicycle pour parler de taxe foncière parce que le chef de l'État a tenu des propos le 24 septembre qui passent mal sur TF1, sur France 2. Il a dit « Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n'est pas le gouvernement, c'est votre commune. Et c'est un scandale, je cite toujours, quand j'entends des élus qui osent dire que c'est la faute du gouvernement. » Des propos condamnés par les associations d'élus locaux et de nombreux sénateurs, notamment en séance cette semaine encore. Regardez, quand le sénateur LR Jean-Raymond Hugonet a pris la parole, il a dit qu'Emmanuel Macron avait dépassé les limites, je cite, et distendu un peu plus encore le lien de confiance entre les élus locaux et l'État. Et écoutez Jean-Raymond Hugonet. En vérité, le sujet central que révèle cette insupportable polémique, c'est que nous constatons amèrement les effets délétères du phénomène de recentralisation massive qui frappe de plein fouet nos collectivités et que les maires n'ont plus qu'un seul levier fiscal pour y faire face, la taxe foncière.
Ouais, c'est un sujet important, Oriane, hein, au cœur des revendications des collectivités locales. Comment garantir leur autonomie financière, surtout quand ces villes n'ont plus de leviers fiscaux? Écoutez le ministre des Comptes publics, il rejette toute critique dans ce dossier. Certains disent avoir été contraints à cette augmentation par le niveau de soutien de l'État. C'est faux. Et le débat n'a aucun lien ni avec le niveau des dotations de l'État, ni avec la suppression de la taxe d'habitation. Alors, Pascal Salvodelli, comment est-ce que vous tranchez ce débat? Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Et qu'est-ce que vous répondez peut-être aussi à Emmanuel Macron, à ses propos du 24 septembre qui ont fait bondir, on le disait? Ah ça, vous avez bien raison de le rappeler. La date n'est pas anodine. Oui, c'était le soir des élections sénatoriales, à l'occasion du président de la République, volontairement, c'est pas un écart de langage, volontairement prend comme cible les collectivités territoriales. Il en prend deux, les collectivités territoriales, en disant que c'est de la responsabilité, l'augmentation qui a été sa propre décision, d'ailleurs c'est 7,1, l'augmentation, sa propre décision tout seul. Et de l'autre côté, il envoie une deuxième cible un soir d'élection sénatoriale avec les résultats. C'est un président de la République qui a un goût, mais alors vraiment peu prononcé pour le parlementarisme. Voilà, on a un sujet, on a un président de la République qui n'aime pas ses parlementaires. Mais ça, il faut que le président de la République il s'habitue à apprécier et reconnaître des hommes et des femmes qui ne pensent pas comme lui, qui ne lui ressemblent pas. Et je vais vous le dire, cette question de la taxe foncière, c'est honteux quand même de renvoyer ça aux collectivités territoriales. Seul son gouvernement a pris cette décision. Et en plus, il utilise le 49.3. Mais les maires, quelle que soit leur étiquette politique, quel que soit du plus petit village à la plus grande ville, vous avez cité des villes là, mais ils ne peuvent pas utiliser le 49.3 quand ils rencontrent leurs administrés. Et la taxe foncière, c'est 32 millions de propriétaires en France. On parle à beaucoup de Français et on parle aussi aux bailleurs sociaux. Sur ce que dit le gouvernement rappelle que les leviers fiscaux qui ont été retirés aux collectivités locales, elles sont compensées, je cite, à l'euro près. Alors en fait, l'exécutif, il met peut-être aussi les élus locaux devant leurs responsabilités s'ils souhaitent augmenter les impôts. Qu'est-ce que vous répondez à ce raisonnement? Vous avez fait un passage du ministre Cazeneuve. Thomas Cazeneuve. Voilà, vous pouviez pas tout relater de son intervention. Moi, je prends acte que le ministre a admis que l'autonomie fiscale des collectivités avait été amoindrie. Il l'a dit. Et c'est quand même ça un principe constitutionnel. Voilà, il a dit qu'en revanche, l'autonomie financière n'était pas remise en cause. Il parle bien des questions sur les leviers fiscaux. C'est pour ça que moi j'ai parlé de l'autonomie fiscale. Sinon vous allez finir porte-parole du ministre. Enfin après, chacun prend sa place dans tout ça. Mais non, c'est sérieux. Et les villes, déjà, vous l'avez rappelé, vous avez raison, que vous avez la majorité, 85% des maires qui ne l'ont pas fait. Certains, il y a eu des augmentations. Sur la feuille, on le voit. Mais il y avait les taxes d'ordures ménagères. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est pareil. Il faut de la rigueur, il faut de la clarté quand on énonce quelque chose. Le président de la République, il le sait tout ça, normalement. Donc voilà, c'est une polémique. C'est un contrat de défiance vis-à-vis des collectivités territoriales et c'est un contrat de défiance vis-à-vis des parlementaires. Et on reparlera de ça, bien sûr, à l'occasion des congrès des départements et aussi des maires qui arrivent au mois de novembre. Qu'on suivra avec vous. Absolument. Évidemment. Merci. Merci Quentin, à tout à l'heure dans le club. Merci Pascal Salvodelli d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Oriane, peut-être, allez-y. Excusez-moi, mais on a abordé un sujet extrêmement grave au début. Et j'ai cherché une petite poésie, Louis Aragon, qui a été mis en musique par Jean Ferrat. Et un moment important parce que c'est le moment où le fascisme triomphait en Espagne. Ça s'appelle Un jour, mais c'est très connu. Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillage au front. Un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. J'aime pas envie qu'on perde cet amour de l'humanité. Merci. Merci Pascal Salvodelli d'avoir été avec nous ce matin.